Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Manon Consul. Manon a l'immense bonheur d'attendre un heureux événement. Et moi, j'ai l'immense bonheur d'être avec vous pendant quelques semaines pour animer à sa place 3 questions A, le format vidéo de Lefebvre Dalloz Compétences. Gen Z, Millennials, Génération X, Boomer. Aujourd'hui, 4 générations différentes interagissent et cohabitent au sein d'une seule et même entreprise. Certains y voient une vraie complexité, d'autres en revanche, y voient une véritable richesse et une formidable opportunité de performance. C'est le cas de mon invitée d'aujourd'hui, Amélie Favre-Guittet. Amélie est directrice stratégie et marketing RH chez Madircom. Elle est également experte en management intergénérationnel. Elle va nous livrer aujourd'hui sa vision de la diversité intergénérationnelle et elle va surtout nous donner les clés pour faire de cette diversité un véritable levier de performance, mais aussi d'acquisition, de fidélisation et d'innovation. Bonjour Amélie. Bonjour Manuel. Comment allez-vous? Très bien et vous? Parfaitement. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences pour ces 3 questions A. J'ai une première question pour introduire cette interview. On parle communément de collaboration entre les générations. Vous préférez parler de coopération. Alors, quelle différence faites-vous entre les deux et pourquoi préférer un terme par rapport à l'autre? C'est vrai que c'est un premier terme qui est très souvent utilisé, la collaboration. Je vais prendre l'exemple un peu du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre qui va être le manager dans une équipe, il va avoir plein de générations, comme vous l'avez dit en intro, toutes ces générations qui vont travailler ensemble. Et puis, il va simplement les faire travailler ensemble. Il va demander à une personne de faire quelque chose, à une autre chose, et il va assembler. Et donc, la collaboration, c'est simplement l'assemblage un petit peu des compétences et des âges qu'on va avoir dans une entreprise. La coopération, c'est prendre conscience de la richesse et de la valeur de chacun pour qu'ils fassent les choses ensemble. Et c'est là où ça prend tout son sens, où justement, en tant que chef d'orchestre, on va avoir une très belle symphonie plutôt qu'un vague bruit de fond avec toutes les compétences mises ensemble. Là, on veut vraiment que les gens fassent les choses ensemble. C'est là vraiment toute la différence entre collaboration et coopération. L'intergénérationnel ne doit plus être une option. On le sait, vous l'avez dit, ça devient même une évidence, un besoin de faire coopérer donc les générations les unes avec les autres. Au travers de la première partie de cette interview, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi l'intergénérationnel est devenu un sujet stratégique. Et ma première question est donc, quels enjeux vitaux pour l'entreprise se cachent derrière une gestion intelligente de l'intergénérationnel? Il y a déjà des enjeux, on va dire, humains. Dans un premier temps, une entreprise, si elle veut pouvoir grandir, produire, il faut qu'elle ait des compétences. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on parle de guerre de talents. Alors, c'est marrant, quand on dit guerre de talents, on pense toujours aux jeunes. La guerre des talents, c'est rarement pour les plus âgés. Et pourtant, ils ont aussi des talents, mais souvent, on l'associe à la guerre des talents pour les plus jeunes. Et puis, on va se dire, très bien, avec toutes ces générations, les plus anciens qu'on espérait voir partir à 55 ans, on est obligé de les garder jusqu'à 60, 65, 67, voire plus. Et donc là, il y a tout un débat au sein des entreprises qui ont des enjeux de recrutement, de comment capter justement toutes ces compétences, comment les garder, comment les faire grandir en fonction des enjeux aussi économiques que va avoir une entreprise. Donc tous ces enjeux humains, ils sont essentiels, c'est-à-dire aujourd'hui comment je vais attirer les gens, comment je vais les garder dans l'entreprise, comment j'arrive à les fidéliser et comment j'arrive à les faire monter en compétences pour que leurs compétences soient pas obsolètes, surtout à l'heure aujourd'hui de l'IA, de la digitalisation, les choses vont de plus en plus vite. Donc il y a vraiment ce premier enjeu-là qui est essentiel. Puis on a aussi le côté économique. Une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, on le sait bien. Et donc, c'est comment elle va engager, motiver, donner envie à ses collaborateurs de faire les choses. Et donc là, effectivement, se dire, si on ne respecte pas la population qu'on a dans l'entreprise, si on lui donne pas envie de venir, si on lui montre pas les bons signaux, forcément, elle va se désengager, il va y avoir du turnover. Et donc, on le voit dans les entreprises, quand on s'occupe mal, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, à un moment donné, on s'en va. Et puis, on a la génération, je les appelle les middle, les X et les millennials qui se disent, ouais, mais nous, au milieu, on parle pas de nous. Vous nous parlez toujours des seniors et des juniors et vous nous oubliez au milieu. Donc, eux aussi, ils font un peu leur révolution et de temps en temps, ils ont envie de partir. Donc, aujourd'hui, c'est ça, tous les enjeux stratégiques pour une entreprise. C'est à la fois le côté humain, le côté économique et le côté financier parce qu'il faut gagner de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on le sait, les études comme Deloitte l'ont démontré, plus on fait travailler les gens ensemble et on fait travailler des gens d'âges différents dans l'entreprise, plus l'innovation est boostée. Et plus l'innovation est boostée, plus l'entreprise va pouvoir se réinventer et gagner des parts de marché.
Et alors, à ce moment-là, quelles sont les conséquences pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'intergénérationnel? Les conséquences sur les 3 plans que vous venez d'évoquer, humain, économique, financier et peut-être autres? Elles sont nombreuses. La première, c'est la marque employeur. Tout le monde en parle, mais pour le coup, c'est véridique. C'est-à-dire, si on ne prend pas soin des gens à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Et donc, effectivement, c'est les jeunes, aujourd'hui, on le voit bien, tout passe par les réseaux sociaux. Dès que quelque chose ne va pas, ils prennent leur téléphone et ils vont communiquer dessus. On l'a vu avec le balance ta startup, balance ton agency. Ça part dans tous les sens. Donc, c'est la première crainte pour beaucoup d'entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, si elles ne sont pas alignées entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, effectivement, il ne faut pas s'étonner à ce que ça parte sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, plus personne n'a peur d'aller regarder les réseaux. On peut aller sur Glassdoor pour voir les avis des salariés ou des anciens salariés. Donc, on sait comment ça se passe à l'intérieur d'une entreprise. On sait si on nous ment. Donc déjà, si une entreprise décide de recruter, mais qu'elle n'est pas alignée entre ses valeurs, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ça va se savoir. Et donc, effectivement, elle aura les problèmes qu'on a vus au début, problèmes de recrutement et de turnover. Donc ça, c'est catastrophique. Et puis, il y a aussi la défiance que peuvent avoir des clients, des fournisseurs, se dire, oui, mais finalement, l'entreprise, elle n'est pas réglo, j'ai pas envie de travailler avec ce genre d'entreprise. Donc, on peut aussi perdre des parts de marché et du business parce qu'on ne prend pas soin encore de cette richesse humaine qui compose l'entreprise. Est-ce que la transformation digitale a accentué l'effet que vous venez de décrire et puis a accentué aussi le besoin de prendre soin de toutes les générations au sein d'une seule et même entreprise? Oui et non, je vais faire une réponse de Normand. Elle s'accentue, c'est sûr, mais elle l'a surtout rendue encore plus visible. Okay. C'est-à-dire qu'on a toujours eu plusieurs générations qu'on travaille ensemble. Là, c'est la première fois qu'on en a 4 qui travaillent ensemble, mais on a déjà été habitués à voir ces différences générationnelles. Sauf qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup. Les jeunes étaient plus discrets, les seniors, ils partaient un petit peu plus tôt, donc ils n'avaient pas le temps de râler ou de se plaindre. Donc, effectivement, ça passait crème. Aujourd'hui, encore une fois, tout se digitalise, donc la communication s'ouvre davantage. Donc les gens, quand ça va pas, ils le disent. Et on le voit de toute manière avec cette nouvelle culture qu'a cette nouvelle génération, c'est quand ça ne va pas, on le dit, on le fait savoir. Ou là où nous, on a été éduqués à ravale ta salive, il faut faire des efforts pour réussir. Eux, c'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'ils ont été acculturés. Donc effectivement, il y a ce besoin aujourd'hui de faire bouger les choses, de communiquer. Et encore une fois, si une entreprise ne prend pas en considération ça, si elle met pas en avant des axes comme la communication, de la clarté, de la cohérence dans son discours, dans les faits, ça va partir en catastrophe. Donc, la digitalisation, j'ai envie de dire, c'est presque un atout pour une entreprise qui saurait le prendre en considération. Mais pour celles qui ne le savent pas, effectivement, c'est dramatique. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, je propose de parler du comment. Comment faire concrètement pour faire coopérer les différentes générations dans l'entreprise. Première question de cette deuxième partie, est-ce qu'on peut vraiment, concrètement, transformer les différences d'âge en complémentarité? Oui, si on ne les voit pas que comme des différences d'âge. C'est des différences de mentalité, c'est des différences de culture, d'éducation. Et donc, c'est se dire, je vais accepter que les autres n'ont pas le même prisme que moi. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, après, on le voit, ça fleurit de partout, il va falloir former. Donc, on va former contre les biais cognitifs, on va former contre les stéréotypes, contre les préjugés, c'est indispensable. On ne peut pas transformer une organisation si on ne forme pas, si on ne sensibilise pas à l'intérieur tout le monde. C'est-à-dire du terrain jusqu'à la direction générale, qui a souvent tendance à être oubliée. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, on ne peut pas changer les choses si à la tête de l'entreprise, les gens ne voient pas les choses de la même manière et ne voient pas le bienfait du côté intergénérationnel. Ça restera de la communication bullshit si la direction n'en prend pas conscience. Donc souvent, on le voit dans les entreprises. Même moi, j'ai donné des formations dans les entreprises où je sentais que c'était pas vraiment ce qui était le plus attendu par la direction. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est vraiment la formation de sensibiliser. Après, si vous avez 1 heure, il y a tellement de choses qui existent. On peut mettre les gens ensemble, faire des binômes intergénérationnels. S'il y a un enjeu stratégique à un moment donné pour une entreprise, un projet, on se lance à l'international, on lance un nouveau produit, on peut faire réunir des juniors et des seniors, toutes les générations entre elles, pour travailler sur des projets, parce que on va prendre la compétence là où
elle est. On va pas regarder l'âge des gens, on va regarder les compétences des uns et des autres et comment justement ils peuvent être complémentaires pour faire avancer plus vite un projet. On peut faire du mentorat. On peut faire, alors que ce soit inversé ou pas, hein, moi j'englobe souvent le mentorat global en disant de toute manière, le mentorat s'il est bien fait, on va pas regarder l'âge, on va encore une fois, c'est lister toutes les compétences lister toutes les compétences qu'ont les collaborateurs dans une entreprise, en faire un catalogue et se dire tiens, là on a quelqu'un qui a besoin de telles compétences, on va faire un tel à monsieur ou à madame Trucmuche pour justement aider ce collaborateur. Et donc dans les deux sens, quand on a conscience encore une fois de la compétence des uns et des autres, on l'a valorisée, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que chacun est doué pour quelque chose, que l'on a besoin de cette compétence au sein de l'entreprise, ça va être beaucoup plus facile de les faire travailler les uns avec les autres. Et j'ai vu des entreprises faire aussi des hackathons, carrément à chaque fois c'est intergénérationnel, parce que on va avoir ceux qui ont plein d'idées, ceux qui ont envie de superviser, ceux qui ont envie de conseiller, donc tout le monde s'y met. Pourquoi ? Parce qu'il y a un but commun. Et donc en fait très souvent quand on est tous ensemble attirés par une valeur commune, un besoin de faire quelque chose, le fameux quête de sens dont on a beaucoup entendu parler après la pandémie, quand on est relié par ça, là je n'ai plus un problème. Par contre, effectivement, si on n'a pas ces mêmes valeurs, si on ne se reconnecte pas les uns aux autres par rapport à ça, on a forcément des avis, des éducations, des points de vue différents. S'il n'y a rien qui nous relie, ça va éclater à un moment donné. Donc en fait, quand on va sensibiliser à travers la formation de toutes ces différences, on va essayer aussi de trouver les points communs. C'est qu'est-ce qui nous relie aujourd'hui dans l'entreprise ? Est-ce que c'est les valeurs de l'entreprise ? Est-ce que c'est le produit ? Est-ce que c'est le projet ? Est-ce que c'est l'équipe ? Et à partir de là, on va pouvoir construire. Donc, il faut toujours commencer par cette compréhension des uns des autres pour après commencer à faire soit du mentorat, soit des projets, soit des hackathons ou du co-développement. Ça aussi dans les entreprises, quand vous avez quelqu'un qui a une difficulté, le co-développement, c'est de se dire la solution, c'est pas forcément auprès d'un père qu'on va trouver la solution. On peut aussi la trouver auprès de quelqu'un, quel que soit son âge, qui a peut-être déjà travaillé là-dessus, qui a peut-être simplement une idée, une réflexion. Donc en fait, des projets et des propositions, je pourrais vous en citer jusqu'à minuit. Allons-y. Vous avez cité effectivement plein de dispositifs très intéressants, très différents les uns des autres. Est-ce que vous avez des cas concrets de dispositifs que vous avez déployés dans certaines entreprises qui ont réussi et puis après, je vous poserai une autre question. Quels sont les feedbacks des collaborateurs eux-mêmes, puisque les principaux intéressés sont quand même eux? Alors, le premier cas, je ne l'ai pas mis en place, je l'ai vu, je l'ai observé. Okay. C'est chez Live Mentor, donc organisme de formation. Et en fait, beaucoup de jeunes au sein de l'entreprise, mais il y avait aussi quelques profils seniors. Et du coup, quand je déjeunais avec eux le midi, je leur disais, alors, ça se passe comment ? Tout le monde discute, papote, ça s'entend bien. Et je suis allée parler à toutes ces générations. Ils m'ont dit, en fait, on voit pas l'âge. On voit juste la compétence de la personne. Et on sait que quand on a besoin de quelque chose, j'ai peut-être 20 ans, mais le gars qui en a 55, je sais que lui, il est ultra compétent. En plus, c'est quand même une entreprise qui est très digitale. Hein, donc, on peut se dire, oui, mais que fait un monsieur de 55 ans dans le digital ? Stéréotype bien courant. Donc là, encore une fois, l'idée de se dire, oui, on peut avoir des gens, et on a des gens qui sont compétents dans énormément de domaines, donnons-leur leur chance. Et en fait, encore une fois, ils se réunissent parce qu'ils ont un projet commun, ils ont des valeurs communes, donc ils s'acceptent, ils se reconnaissent et ils communiquent. La communication, c'est la base dans une entreprise. J'ai l'impression des fois que c'est beaucoup de bon sens, mais en fait, c'est juste évident. Si on ne communique pas avec les gens, ça ne peut pas avancer. Et donc là, dans cette entreprise, j'ai vu le mécanisme, comment chacun se respectait et valorisait le travail de l'autre. C'est ce qui permet de faire avancer. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des premiers exemples. Après, si je devais chercher un peu plus loin, on a aussi beaucoup dans les groupes bancaires. Donc, je peux prendre la BNP ou le groupe Crédit Agricole, où ils travaillent énormément justement sur le mentorat et le mentorat inversé. Donc là, parce que c'est quand même dans ces groupes-là, il y a à la fois, ils essayent de séduire et d'attirer beaucoup les jeunes, mais ils ont quand même une population très vieillissante qui, en plus, qui reste, qui est là depuis des fois 20 ans dans une banque. Sauf que on est quand même sur des métiers qui se transforment, qui se digitalisent, des métiers qui vont bientôt disparaître. Et donc, c'est comment j'accompagne mes collaborateurs aussi dans cette transformation. Et on voit que ce mélange de genre et d'âge se fait très bien, encore une fois, parce que il y en a qui ont l'expérience, qui vont peut-être mieux gérer la prise de risque et la réflexion. Et puis, il y a ceux qui vont venir avec toutes leurs idées, leurs envies. Et simplement, encore une fois, on les met ensemble, on les fait communiquer, on les fait échanger.
Il y a des cafés contacts pour papoter, pour découvrir des métiers, des secteurs, les possibilités d'évolution à l'international. Et donc, en fait, ce côté mentorat fonctionne très bien parce qu'on peut avoir des mentors en fonction de en fonction de la vie que l'on a dans l'entreprise. On peut avoir un mentor au moment de son arrivée dans l'entreprise. Il va simplement nous indiquer ce que l'on peut faire, pas faire, les us et coutumes. On peut avoir un mentor pour évoluer dans l'entreprise. On peut avoir des mentors pour simplement peut-être un côté un peu dev perso ou dev pro. On peut avoir des mentors pour plein de sujets. Et donc, on peut avoir des mentors d'âge totalement différents. Et ça, dans les banques, ça fonctionne très, très bien. Donc, j'encourage toutes les entreprises de le faire. Allons-y. Alors justement, pour le faire, et c'est la troisième partie de cette interview, il faut développer ce qu'on appelle des soft skills qui sont l'un des grands domaines de compétences de Lefebvre Dalloz Compétences. Alors moi, instinctivement, je me dis que pour travailler de l'intergénérationnel, il faut savoir faire preuve d'adaptabilité, d'écoute, avoir un sens du relationnel qui soit assez développé. 1, est-ce que je me trompe? 2, quels sont les autres soft skills qu'il faut impérativement développer pour travailler sur l'intergénérationnel? Tous ceux que vous avez cités sont importants. On va les garder. On les garde. Il y a la communication que j'avais citée. J'ai même envie de pousser en disant un peu la curiosité intellectuelle. Okay. Celle-là, moi, je l'adore. Je me bats pour celle-là à chaque fois. Pourquoi? Parce que si on ne s'intéresse pas à l'autre, si on ne s'intéresse pas à l'environnement dans lequel on travaille, si on ne s'intéresse pas à l'environnement extérieur, on ne peut pas comprendre ce que l'on vit et ce que les autres vivent, encore une fois, et on ne peut pas réfléchir à sa carrière et à son évolution. Donc ça, c'est quelque chose c'est une qualité que j'essaye de faire développer tant chez les jeunes, quand je suis en formation avec eux, que les moins jeunes. Encore une fois, se dire, mais intéressez-vous à ce qui vous entoure. Souvent, et c'est ce qu'on rencontre, on va avoir des gens qui sont figés sur leur métier, leur secteur, et vont pas regarder ce qui leur entoure. Et ça, c'est pour moi vraiment dommage, et ce qui va empêcher la mobilité. Donc on a la curiosité intellectuelle, on a un peu aussi le relationnel, vous l'avez cité, je pousserai même sur l'intelligence émotionnelle. Encore une fois, il faut qu'on apprenne à accepter les autres tels qu'ils sont, on peut pas les changer, et à accepter de changer de regard et de prisme. C'est-à-dire, on les connaît tous, les stéréotypes et les préjugés sur les jeunes et les moins jeunes, on en mange tous les jours. C'est l'idée de se dire, ils sont pas tous comme ça. Il y en a des biens aussi. Et donc, c'est se dire, comment je peux changer mon regard sur toutes ces générations pour voir le bon côté de chaque, se dire, mais en fait, la qualité qu'a cette personne peut être intéressante dans mon organisation, dans mon équipe, parce que j'en ai besoin à un moment donné. Donc pour moi, entre la curiosité intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, les deux sont indissociables, elles sont ultra importantes. Mais comment on fait concrètement pour les développer, ces compétences ? Ouh là là, vous avez vraiment là. Comment on fait? C'est de la sensibilisation, c'est de la formation. Faut rabâcher la répétition. Là, faut répéter H24 les informations. Pourquoi c'est important de ne pas avoir de stéréotypes? Pourquoi c'est nécessaire de ne pas avoir de biais cognitifs? Là, la répétition va être essentielle pour que ça rentre dans le quotidien et dans la logique des gens. Je vois principalement que ça. Après, les mettre en pratique, c'est-à-dire on va demander aux gens de travailler ensemble, de faire les choses ensemble, mais si au départ on les a pas formés, on les a pas sensibilisés, ça sert à rien. On doit forcément commencer par de la formation et de la sensibilisation pour que, encore une fois, on comprenne comment chacun vit, les avis de chacun. On pourrait parler de l'esprit, j'ai plus le mot, l'esprit critique. L'esprit critique est essentiel. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dès que quelqu'un n'est plus d'accord avec son avis, ça part dans tous les sens. À la rigueur, c'est une troisième soft skill que je rajouterais, l'esprit critique, parce que c'est essentiel. Mais encore une fois, ça passe par de la sensibilisation et de la formation. Pour moi, c'est indéniable. C'est le b.a.-ba qu'il faut mettre en place dans toute entreprise et qu'il faut donner accès à tout le monde. Parce qu'on oublie encore trop souvent, mais les stats le montrent, les profils seniors ont moins accès en entreprise aux formations que les profils plus jeunes. Donc ça, c'est pas normal. Donc ça, tout le monde doit être formé aux mêmes choses. On peut mettre du junior et du senior et des seniors sur des projets digitaux, sur des projets de management, de la formation liée au management. C'est essentiel. Si on veut vraiment qu'aujourd'hui, on voit, encore une fois, les compétences au lieu de voir les âges. Dans la formation et dans la sensibilisation dont vous venez de parler, le DRH a un rôle clé. Si vous aviez un conseil à donner à un DRH pour faire de l'intergénérationnel un véritable levier de performance, ce serait lequel? J'en donnerai pas un, j'en donnerai 3. Allez-y, soyons fous. Le premier, c'est déjà de faire un audit, un diagnostic de base, histoire de savoir exactement aujourd'hui l'intergénérationnel dans son entreprise, ça se passe comment. Pas simplement d'un point de vue RH,
d'un point de vue aussi sur le terrain. Donc, on va demander l'avis à tout le monde, du stagiaire jusqu'au DG, tout le monde y passe, comment c'est vécu, quels sont les ressentis, de quoi ils auraient besoin. On fait un énorme diagnostic. On va dire que ça prend 2 mois, peut-être, en fonction de la taille de l'entreprise. Après, je vous le donne en 1000, la formation. Une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est indispensable. Et encore une fois, on a peut-être des gens en interne dans l'entreprise qui ont des compétences, qui peuvent aussi créer, animer des formations, hein, c'est aussi possible. Mais après, il faut mettre en place ce plan de formation. Ça, c'est indispensable. Et il faut l'envisager dans le temps, dans la durée, voir l'évolution, voir ce que ça va apporter. Encore une fois, on va former les gens par rapport aux enjeux stratégiques d'une entreprise, mais il faut aussi que ça réponde à des besoins personnels du collaborateur. Il faut que les deux puissent être alignés. Et puis le troisième, c'est de mettre en pratique. Et rien de tel que de demander aux gens de s'impliquer dans un projet. On le voit souvent quand c'est les semaines autour du bien-être ou autre, où en fait vous avez des entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de lancer des projets. Ils disent, ben voilà, on vous donne un montant de 2 000, 5 000 euros, 10 000 euros, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et on demande aux collaborateurs de se mettre par équipe, donc intergénérationnel, on pourrait le faire à ce moment-là, et de lancer des projets. Se dire, bah après, vous allez pitcher devant un comité, et celui qui gagne, bah, on met en place le projet. Bah là, on pourrait faire la même chose sur l'intergénérationnel. Avoir des équipes qui se montent de manière intergénérationnelle, leur demander de justement travailler, réfléchir et pitcher sur un projet pour mettre à l'honneur et pour valoriser la complémentarité des âges, de pitcher et le gagnant pourrait voir son projet se lancer. Encore une fois, quand on implique les collaborateurs, quand on communique avec eux, qu'on les respecte, qu'on reconnaît leurs valeurs et leurs compétences, on peut leur demander presque tout. Presque tout. Amélie, c'est passionnant, on pourrait effectivement en discuter pendant des heures. Une dernière question avant de vous quitter à regret, une question pour rêver un peu. Si vous aviez devant vous le bon génie des soft skills et s'il vous offrait un vœu pour changer le monde du travail, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Un seul vœu, là, du coup. Un seul. Ah, là, vraiment un seul vœu. Et... Le bon sens. Okay. Le bon sens paysan comme il devrait l'être depuis la nuit des temps, mais un bon sens quand même aiguisé, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut que les collaborateurs, encore une fois, travaillent ensemble, il faut du courage managérial. Donc, il va falloir y aller là-dessus. Et il faut aussi accepter de changer les organisations en interne, ce qui n'est pas évident. Mais une fois qu'on arrive à comprendre le pourquoi, le comment, le où on va, et ce que ça peut apporter à une entreprise, encore une fois, en fait, ça devient évident. Et pour moi, le bon sens, c'est ce qui permet vraiment de comprendre l'urgence de l'intergénérationnel aujourd'hui. Parfait. Merci Amélie, c'était passionnant. Professionnel de la fonction RH, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour faire de l'intergénérationnel un véritable levier de performance. À vous de jouer donc, et moi je vous retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode de 3 questions A pour Lefebvre Dalloz Compétences. À très bientôt.